Merci à tous nos intervenants pour cette première partie de l'après-midi. Et donc sans plus attendre, on peut commencer la deuxième séquence qui est dédiée à l'économie de l'Alliance en pratique et qui est dédiée aux ateliers de co-construction sur le sujet de l'économie de l'Alliance. Alors, on va avoir 3 temps principaux dans cet après-midi. Le premier qui va consister à nous refaire un rappel de ce que sont les fondamentaux de l'économie de l'Alliance. Par Charles Benoît. Ensuite, on ira directement dans les ateliers pour justement parler de cette économie d'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on se retrouve à 17h30 en plénière, donc sur le site des catalyseurs territoriaux, pour entendre les retours des ateliers sur les perspectives de l'économie de l'Alliance. Donc Charles Benoît, je vous laisse la parole pour rappeler les fondamentaux de l'économie de l'Alliance. Très rapidement, effectivement, peut-être de rappeler qu'il nous a fallu 15 ans de cheminement sur ce jouet collectif pour revenir à cette question et cette notion fondamentale de, finalement, qu'est-ce que cette notion de modèle socio-économique et comment répond-elle finalement à la question du jouet collectif tel que nous l'évoquons aujourd'hui? Alors, la notion de modèle socio-économique est bien évidemment une notion polysémique et multifacette, et donc il serait impossible d'en donner une synthèse simple, sauf peut-être à revenir à la racine même du mot économie, c'est-à-dire l'équilibre de la maison. Et finalement, après 15 ans de travail, eh bien, le plus simple est de revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui fait l'équilibre de la maison? Et nous voyons très vite que ce qui fait l'équilibre de la maison, eh bien, ce sont 3 piliers complémentaires. Les richesses humaines sur lesquelles chaque maison, chacune d'entre nous repose, le financement, finalement, les ressources financières qui permettent de pouvoir mettre un peu d'énergie dans cette maison, et peut-être quelque chose de très nouveau dont on prend conscience aujourd'hui, cette stratégie d'alliance pour être connectée, interconnectée, en proximité avec son écosystème. Et on voit tout de suite qu'effectivement, cette question de l'alliance est devenue progressivement, en tous les cas depuis une quinzaine d'années, ce troisième pilier qui équilibre l'équilibre de la maison dans une double dynamique. À la fois, comme nous avons pu le voir, dans une forme de frugalité, parce que, quelque part, ça permet de mettre ensemble un certain nombre d'éléments complémentaires, mais aussi, et peut-être surtout, de création de valeur, parce que ça élargit le cadre du champ de vision. Alors, si on regarde finalement la diversité des modèles socio-économiques aujourd'hui, modèle socio-économique des acteurs publics, modèle économique de la société de l'engagement, des acteurs d'intérêt général, modèle économique des acteurs économiques eux-mêmes, mais modèle économique des acteurs de la connaissance, on voit qu'on peut qualifier 6 grands domaines de modèles. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, en les associant, en associant cette diversité, on peut arriver à ce que nous avions qualifié dès 2013 de cette troisième économie, l'économie passerelle, l'économie hybride, c'est-à-dire finalement une économie qui vient être en complément avec, d'une part, l'économie publique et l'économie de l'engagement que l'on connaît bien d'un côté, qui va gérer la dimension d'intérêt général, et de l'autre côté, la dimension finalement de marché que l'on connaît elle aussi extrêmement bien et qui répond à un ensemble de besoins. Et finalement, on voit bien que entre ces deux dynamiques naît, non pas pour les opposer, mais au contraire pour les articuler, une troisième forme d'alliance, une troisième forme d'économie, qui est bien cette économie hybride, qui n'est pas chacun devient l'autre, mais finalement une capacité à assembler les forces de chacun pour justement faire ce qu'aucun seul ne peut réussir à faire. Et cette dynamique-là, on l'a très clairement qualifiée depuis une décennie, et on voit bien que c'est le cœur même de l'ODD 17 que nous avons largement commenté ce matin. Et donc l'hybridation, et je voudrais insister là-dessus, ce n'est pas avant tout l'hybridation de chacun des modèles, où chacun pourrait utiliser tous les leviers à la disposition, mais bien l'articulation dans un même écosystème de modèles complémentaires qui peuvent inventer ensemble ce qu'aucun ne peut faire seul. Et donc, si on regarde le point d'après, on arrive à finalement quelle est la
l'arbre, quelle est la balance scorecard pour ceux qui sont familiers avec cette notion-là? C'est-à-dire, si on va de la racine jusqu'au fruit, eh bien finalement, comment peut-on articuler cette économie de l'alliance? Comment peut-elle être non seulement individuellement source de performance pour chacune des organisations qui va l'utiliser, mais collectivement un élément extrêmement important? Eh bien, si on part du fruit, on va trouver finalement que dans les usages, Frédéric nous parlait d'envie, eh bien, cette question de l'articulation entre les besoins et les envies, cette contribution au bien commun est devenue bien évidemment un élément déterminant. Mais comment fait-on? Eh bien, on redescend au niveau du tronc finalement des sujets. Quels sont les produits et les services? Quelle est la proposition de valeur qui peut finalement être derrière? Et nous venons d'évoquer finalement la question que pour tout projet d'innovation sociétale, et Jean-Paul Delevoye en a longuement parlé. C'était notamment en 2015, je me souviens, cher président, quand vous étiez président du Conseil économique, social et environnemental et que vous nous avez reçus pour le référentiel modèle d'investissement sociétal, vous nous avez dit cette phrase qui depuis est restée gravée: l'innovation est une désobéissance qui réussit, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne qu'avec l'épreuve et l'épreuve du temps. C'est-à-dire finalement comment est-elle éprouvée par la pratique de terrain et comment finalement s'inscrit-elle dans le temps pour pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs qui sont derrière. Mais ce tronc est nécessaire, mais il ne suffit pas et finalement il nécessite d'aller à la racine. Et à la racine, c'est finalement comment est-ce que les acteurs peuvent articuler entre eux leur complémentarité, parce que sur un territoire, eh bien effectivement, associations, entreprises, collectivités territoriales, acteurs académiques ont chacun une complémentarité de compétences et de moyens qui peut faire en sorte que l'on peut finalement trouver des chaînes de valeur nouvelles, beaucoup plus optimisées que celles que l'on connaît. Et puis, si on va encore un cran en dessous, eh bien finalement, ça nous invite à nous poser la question des graines. Quelles sont donc les graines que nous devons semer aujourd'hui qui va nous permettre de pouvoir arriver à cette capacité collective de contribuer au bien commun? Eh bien, c'est là la vraie création de valeur que l'on va pouvoir trouver finalement à travers les différents acteurs qui vont pouvoir être mobilisés. Et ce que nos travaux de recherche ont permis d'évaluer en termes d'économie de l'alliance, c'est que si cette capacité d'innovation, des projets d'innovation est effectivement, et nous l'avons vu, extrêmement locale, finalement il faut une paillasse d'innovation et que cette paillasse, eh bien, ce sont nos territoires, là où s'inventent tous les jours des solutions, eh bien, il faut en amont être en capacité de pouvoir partager le savoir. Finalement, d'où partons? Ne partons pas de la feuille blanche systématiquement, et d'où partons? Quelles sont les expériences déjà dont je peux m'inspirer par rapport à ce qui peut exister? Et c'est tout le sens, par exemple, de la plateforme l'ODD 17 en pratique, back-office partagé, qui a été présentée ce matin. Et donc, comment est-ce qu'on partage cette connaissance? La question finalement du rôle des acteurs académiques a été largement soulevée ce matin. En amont est un élément pour pouvoir aider, accompagner cette capacité d'innovation territoriale. Et en aval, eh bien en aval, il est indispensable de pouvoir s'articuler avec la connaissance de proximité. Et c'est là où le réseau des 350 catalyseurs territoriaux que vous constituez est un élément absolument essentiel, parce que nous l'avons vu depuis ce matin, et nous le constatons depuis des années, c'est la diversité des solutions qui permettra de répondre globalement à nos enjeux. Et donc finalement, créer les conditions pour que le premier kilomètre des besoins que vous incarnez en tant que catalyseurs territoriaux, puissent rencontrer le dernier kilomètre des solutions, et que ces solutions capitalisent finalement l'expérience que d'autres ont acquise avant, eh bien nous sommes là, au cœur de cette économie de l'alliance dont il est question et dont il va être question toute cet après-midi, c'est-à-dire finalement que comment peut-on faire pour que ces alliances permettent à la fois d'être plus frugales et à la fois de créer plus de valeur et à la fois finalement s'incarner plus en profondeur en amont et en aval. Voilà le challenge qui nous est donné. Et pour cela, eh bien, nous avons demandé à une diversité d'illustrations de pouvoir venir témoigner à la fois la diversité des richesses humaines qui peuvent être mobilisées, à la fois la diversité des financements qui peuvent être mobilisés sur cette économie d'alliance, et puis la diversité des alliances stratégiques. Et vous allez avoir en introduction de nos ateliers à chaque fois l'expérience d'un témoin qui,
en toute humilité, va venir nous témoigner de son chemin pour pouvoir avoir contribué à faire cette économie de l'alliance en pratique dans la réalité de terrain. Nous aurons ensuite l'exemple d'un outil qui nous aidera à pouvoir finalement nous inspirer pour pouvoir savoir comment aller plus loin les uns et les autres. Et puis enfin, un mot du partenaire, d'un de nos partenaires de cette journée, parce que c'est très important effectivement de savoir pourquoi finalement se mobiliser tous ensemble sur cette économie de l'alliance. Et donc je vous propose, sans plus attendre, d'avoir la première illustration de cette illustration sur les richesses humaines en pratique à travers les exemples que nous allons entendre dès à présent. Bonjour, je suis Laurent Fialon, je suis le directeur Méditerranée de Pro Bono Lab et je suis ravi de pouvoir vous présenter notre projet de fonds de compétences. Depuis 10 ans, la vocation première de Pro Bono Lab est d'aller chercher les compétences là où elles se trouvent afin de les transmettre gratuitement en pro bono aux associations qui en ont besoin. Avec la crise, la vie de chaque Français et de chaque Française a été impactée, notamment celle des plus vulnérables, des plus isolés. Les associations qui œuvrent au quotidien auprès de ces publics ont, elles aussi, été fortement touchées. Face à cette situation, nous sommes convaincus que le partage de compétences est une solution pertinente pour soutenir les associations. Notre ambition, impulser de nouvelles formes d'alliance et de solidarité territoriale autour du partage de compétences en faveur de l'intérêt général. Concrètement, nous allons accompagner la création de 2 fonds de compétences sur 2 départements pilotes que sont les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. L'idée est de pouvoir structurer une offre pérenne de bénévolat et de mécénat de compétences en s'appuyant sur un vivier de volontaires, qu'ils soient salariés d'entreprise, étudiants, personnes en recherche d'emploi, retraités, etc., prêts à offrir leurs compétences à des associations locales. Notre engagement collectif, faciliter la qualification des besoins en compétences des associations et accroître les chances d'apporter une réponse effective via l'ensemble de nos communautés engagées. Plus précisément, nos objectifs sont d'impulser et d'expérimenter des formes de coopération autour du mécénat de compétences en associant entreprises, collectivités, acteurs de l'accompagnement associatif sur un territoire et favoriser ainsi le développement de solidarité de proximité basée sur le partage de compétences. Deuxième objectif, de soutenir en priorité les petites et moyennes associations qui expriment aujourd'hui des difficultés à se faire accompagner et ont besoin d'un appui pour qualifier justement leurs besoins. Troisième objectif, de tester notre capacité collective à qualifier les besoins et à diffuser les missions à l'ensemble de nos communautés, que ce soit auprès des salariés, des entreprises, d'étudiants ou étudiantes, de retraités, de demandeurs d'emploi. Chaque personne qui le souhaite doit pouvoir trouver demain des modalités simples de s'engager. Nous nous appuierons pour cela sur des partenaires relais comme Je veux aider, la réserve civique, ou d'autres plateformes, y compris des plateformes territoriales, qui auront pour vocation de diffuser le plus largement possible les missions que nous aurons créées ou que nous aurons aidé à révéler. Pour cela, nous outillerons également et accompagnerons les acteurs qui sont au contact des associations au quotidien, afin qu'ils puissent faire remonter de manière la plus harmonisée possible les besoins qu'ils détectent. Dernier engagement, le fait d'engager les entreprises dans leur diversité, y compris des structures et des entreprises de l'ESS, dans le don de compétences. Notamment, nous souhaitons favoriser l'engagement des petites et moyennes entreprises et des ETI, qui aujourd'hui emploient 52% des salariés en France, mais dont seulement 4% pour les PME et 10% pour les ETI pratiquent le mécénat de compétences. Nous avons une vraie vocation de sensibilisation et un vrai enjeu de créer le déclic sur l'ensemble de ces entreprises. Nous voulons donc, avec ces fonds de compétences, être résolument tournés vers l'action, tout en nous inscrivant dans une démarche apprenante, afin de concevoir des outils, partager des pratiques et accompagner le déploiement de cet outil partout en France. Notre ambition est d'impulser d'ici 3 ans la création d'une demi-douzaine de fonds de compétences sur des territoires variés et de pouvoir mobiliser, sur chacun des territoires où un fonds a été créé, entre 5 à 10 000 heures de pro bono par an, parce qu'il faut de nous tous pour faire un autre monde. Merci beaucoup.
Le réseau national de l'économie territoriale, ORENET, est un réseau de développeurs économiques des collectivités territoriales principalement qui organise chaque année, depuis quasiment 30 ans, ces rencontres de l'économie territoriale. Le programme est conçu par des développeurs économiques, pour des développeurs économiques, et il répond au plus près des problématiques vécues au quotidien par ceux-ci. Le métier de développeur économique est régulièrement questionné lors de ces rencontres, y compris au regard de l'évolution des missions des collectivités territoriales. En 2017, un référentiel métier a été élaboré par 6 organisations patronales, la DCF, qui est l'Assemblée des communautés de France, le CNER, qui est la Fédération des agences de développement, CCI France, donc Chambre de commerce et d'industrie, France Cluster, Initiative France, l'Alliance Ville-Emploi. L'ARADEL, qui est l'association des développeurs locaux, des développeurs en Rhône-Alpes, a également beaucoup travaillé cette notion de développeur économique. Nous nous sommes donc appuyés sur ces travaux pour re-questionner au fil des rencontres ce métier de développeur économique, et notamment lors de la dernière édition à Cœur de Jura en septembre 2020, où la question posée était la suivante: le développeur économique est-il un catalyseur territorial? Cette réflexion va se poursuivre dans les mois qui viennent, dans un atelier en continu qui va réunir des organisations comme la NPP, qui réunit les pays et PETR, donc pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, mais aussi d'autres organisations qui comptent des développeurs économiques. Et également, le Rameau va contribuer pour cette notion de catalyseur territorial, cette démarche étant appuyée par le fonds DD17. Une reconnaissance de ces métiers de développeurs qui sont des véritables catalyseurs du développement territorial, et quel que soit le champ d'intervention, est importante, que ce soit auprès de l'État, des collectivités territoriales, mais aussi de l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles le développeur économique interagit. Les défis à relever sont nombreux, et ces hommes et ces femmes de terrain jouent au quotidien un rôle incontournable d'animation. Ils facilitent l'émergence de projets, ils accompagnent des porteurs de projets pour la création d'activités économiques. La reconnaissance de ce rôle, mais aussi de l'ingénierie nécessaire, qu'elle soit territoriale ou financière, est indispensable pour la bonne réalisation de leur mission. La vision transversale à ces métiers apportée par cette notion de catalyseur territorial apporte une valeur ajoutée pour réunir dans une même impulsion ceux qui agissent au quotidien pour le développement des territoires. C'est toute la richesse apportée par le réseau des pionniers des alliances en territoire. Bonjour à toutes et à tous. La Fondation GRDF agit dans le champ du développement économique et social des territoires. Au-delà du soutien financier qu'elle apporte à des projets, ce que nous cherchons à faire, c'est à démultiplier son impact pour les projets et la valeur ajoutée qu'elle apporte globalement à son écosystème. Alors ça passe par différentes modalités. L'une de ces modalités, c'est la mise à disposition de compétences professionnelles au service de l'intérêt général. Ce sont des compétences qui sont disponibles soit directement au sein de la fondation, soit on va aller chercher ces compétences au sein de l'entreprise également. Donc, ce partage de compétences, ce partage de richesses humaines au service de l'intérêt général, qui mêle à la fois agilité et intelligence collective, il est souvent très intéressant pour les acteurs qui sont impliqués et pour les projets. En fait, comme il occasionne finalement de nombreuses interactions entre les acteurs, il est souvent le prélude à de nouvelles coopérations et donc à de nouvelles sources de création de valeur potentiellement pour les projets et pour les territoires. Merci beaucoup. Merci donc à Pro Bono Lab, au réseau national de l'économie territoriale et à la Fondation GRDF d'avoir aussi bien incarné le levier des richesses humaines dans notre économie de l'Alliance. Faisons maintenant le même exercice sur la dimension des financements et de ressources financières.
Bonjour à tous. La Banque des Territoires est un partenaire privilégié des acteurs des territoires. Donc à ce titre, elle accompagne tous les acteurs et l'élaboration de leurs projets, de vos projets d'avenir. Donc notre engagement, c'est de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales sur l'ensemble du pays, revitaliser les territoires et développer l'innovation. La thématique de votre journée, de cette journée, l'économie de l'Alliance, où l'accent est mis sur les catalyseurs territoriaux, est une thématique qui résonne Ce matin, j'étais là, énormément hein. avec l'ambition de la Banque des Territoires. Pourquoi? Parce que pour réussir un projet, nous sommes convaincus qu'il est impérieux de jouer collectif. Et pour ce faire, l'interconnexion des acteurs territoriaux est primordiale. À ce titre, les collaborateurs de la Banque des Territoires, notamment en direction régionale, ont cette connaissance fine, indispensable de l'écosystème local qui permet cette synergie entre les acteurs et donc d'interconnecter tous les acteurs en réseau et qui est une clé de réussite d'un projet structurant pour un territoire. J'aime à dire souvent que les collaborateurs de la Banque des Territoires, nous sommes polyglottes. C'est-à-dire que nous sommes capables autant d'écouter et de parler et d'échanger avec des acteurs publics qu'avec des acteurs et des porteurs de projets privés. Ce qui permet de fluidifier les messages et donc d'être un animateur d'un réseau qui est donc une clé de réussite d'un projet structurant pour un territoire. C'est d'autant plus important aujourd'hui dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent où la Banque des Territoires souhaite mettre tout en œuvre pour soutenir le développement économique, l'action sociale et sanitaire et la transformation durable de nos territoires. Pour ce faire, la palette d'action de la Banque des Territoires s'est largement élargie et notamment au travers du plan de relance. Plan de relance qui va permettre et qui permet déjà de repartir et de faire repartir tous les territoires. Puisque nous sommes aujourd'hui dans notre palette, nous disposons d'outils d'investissement, d'outils de financement et pour accompagner tout type de projet. Il n'y a pas de petits ou de grands projets pour la Banque des Territoires, il y a uniquement des projets structurants pour les territoires. Donc c'est l'impact social, économique d'un projet qui en fait son intérêt. Et c'est la raison pour laquelle on va le regarder. C'est cette ambition-là que la Banque des Territoires a et qui nous permettra tous de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de notre pays. Nos équipes en direction régionale, qui sont au cœur même des problématiques locales et territoriales, sont bien sûr à votre disposition pour justement faire émerger ces projets pour que tous les territoires puissent se développer et notamment post-crise et que ces territoires ensemble puissent devenir des territoires plus durables, plus attractifs, plus inclusifs et plus connectés. Je vous souhaite une excellente journée d'échange et vous dis à bientôt sur tous vos territoires et sur vos projets territoriaux. Qu'est-ce qu'une fabrique de co-développement territorial? Une fabrique de co-développement territorial, c'est un catalyseur territorial de type foncier. C'est une entreprise avec un statut de SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui sert le projet de développement du territoire. Son activité première est la gestion du parc des locaux vacants et des friches à l'échelle du territoire.
Elle anime avec les entreprises, les associations, les collectivités et les habitants un processus de co-construction des nouveaux usages qui répondent aux besoins de développement économique et de développement durable des acteurs qui font le territoire. Une fabrique de co-développement territorial, c'est donc une société foncière locale avec une gouvernance partenariale et un modèle économique maîtrisé d'exploitation immobilière. On distingue ainsi deux phases dans le cycle de vie d'une fabrique de co-développement territorial. La première phase d'amorçage et la seconde phase de développement d'exploitation immobilière. L'amorçage. Il s'agit de financer les études d'ingénierie principalement. Ingénierie à la fois sur les bâtiments, leurs caractéristiques, et ingénierie sur le potentiel de l'écosystème territorial. Mais il s'agit aussi de financer le processus de coprogrammation de nouveaux usages pour le parc immobilier, en phase avec les projets de développement des acteurs du territoire. On a pour ce faire accès à plusieurs types de financement, en subvention, voire en investissement directement dans la SCIC, au niveau européen, au niveau régional, de l'EPCI, éventuellement de la commune et du département. On a également la possibilité de solliciter la Banque des territoires, BPI France et des fondations. À l'issue de cette phase d'amorçage, le catalyseur territorial foncier dispose d'un projet immobilier prêt à être financé avec sa préprogrammation et son prévisionnel financier. Elle passe en phase 2 de développement et d'exploitation immobilière. Il s'agit alors de financer l'investissement dans les programmes de réhabilitation immobilière, de construction éco-responsable, autrement dit des projets immobiliers à impact social et environnemental mesurable. Pour ce faire, la fabrique de co-développement territorial peut solliciter en investissement des fonds d'investissement privés, notamment les fonds ISR et fonds à impact, qui recherchent à investir dans des projets qui sont capables de mesurer leur impact social et environnemental. On peut également trouver des financements en investissement et subventions côté des fonds européens de la région et des EPCI, de la Banque des territoires, du fonds Friche dans le cadre du plan de relance. Il y a également des dispositifs comme les contrats à impact et les C2E qui permettent de cofinancer les travaux qui ont un impact. Les dispositifs de financement sont nombreux, mais c'est le parcours du combattant pour les identifier et parfois mission impossible pour répondre à leurs critères. On peut identifier 3 freins majeurs à l'accès à ces financements. Tout d'abord, la résistance au changement des agents publics. Oui à l'innovation, mais sans changer les habitudes, s'il vous plaît. Deuxième frein, un cadre administratif inadapté qui n'aide pas beaucoup le travail des agents, avec des critères de sélection qui reviennent très souvent à vouloir faire rentrer un carré dans un rond. Enfin, le sentiment qu'à chaque territoire, on doit remettre le travail, encore et encore et encore, sentiment d'échalote qui pompait sans cesse. Comment lever ces obstacles et faciliter finalement le processus de financement, d'amorçage et de développement des catalyseurs territoriaux fonciers? Nous proposons de structurer une ingénierie financière et de massifier les financements publics-privés à travers des programmes d'investissement de long terme régionalisés. C'est pourquoi nous invitons les régions, la Banque des territoires, les fonds ISR, les fonds à impact et le fonds Friche dans le cadre du plan de relance, à nous rejoindre pour participer au montage de Senseco Invest, une plateforme dédiée au financement des catalyseurs territoriaux fonciers labellisés Fabrique de co-développement territorial. Merci de prendre contact avec l'Alliance Sens et Économie. À bientôt. Les caisses d'épargne, ce sont des banques coopératives régionales qui sont des financeurs de l'innovation sociale, à la fois comme mécènes, comme prêteurs et comme investisseurs.
Comme ce sont des banques de proximité, elles ont cette capacité à détecter les projets en émergence et à les accompagner tout au long de leur développement avec des financements pertinents. On pourrait citer le cas de Envie, la fédération Envie, qui est pionnière du recyclage et de l'insertion par l'activité économique en France. Dès les années 90, la Caisse d'épargne va accompagner les premières associations Envie dans l'Est de la France et ensuite les aidera à se développer pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, la Fédération Envie, ce sont 50 structures, 3000 emplois et 120 000 tonnes de déchets recyclés par an. Nous travaillons actuellement avec eux pour mettre en place une solution de financement adapté via le microcrédit, de matériel médical reconditionné pour des personnes modestes en situation de dépendance. Et nous travaillons avec l'appui des pouvoirs publics et de la sécurité sociale. Voilà l'exemple d'une alliance de plus de 25 ans qui se renouvelle aujourd'hui dans l'intérêt général et le bien commun. Nous avons donc vu, là encore, la diversité sur ce deuxième levier, celui du financement. Et merci à la Banque des Territoires Normandie, à Alliance Sciences et Économie, ainsi que à la Fédération nationale des caisses d'épargne pour leur témoignage. Et il ne vous aura pas échappé, à vous, catalyseurs territoriaux, qu'il y a d'autres acteurs polyglottes sur votre territoire. Et donc, entre acteurs qui parlent différentes langues, eh bien, il y a là toute l'opportunité de construire ensemble des solutions qui sont durables. Le financement, les richesses humaines, mais aussi bien évidemment les alliances stratégiques. Voyons donc la diversité des initiatives sur ce domaine-là avec un film qui l'accompagne. Bonjour. Donc, je suis Pascal Quay, directeur délégué à l'économie sociale et solidaire et aux dynamiques des territoires du groupe La Poste. Je souhaite vous présenter donc l'Alliance Dynamique qui regroupe les acteurs de l'économie sociale et solidaire engagés avec le groupe La Poste dans des partenariats à impact positif dans les territoires. L'Alliance Dynamique, nous l'avons construite ensemble autour de convictions et d'ambitions communes et surtout de domaines d'action sur lesquels nous agissons dans les territoires. Notre conviction commune, c'est que les réponses à apporter aux fragilités des territoires, elles ne dépendent plus uniquement du déploiement de politiques publiques centralisées, mais bien de la capacité des territoires à faire émerger des initiatives, des coopérations entre les acteurs économiques, les acteurs associatifs et les acteurs publics. Notre ambition, c'est de construire ensemble des partenariats alors de type coopération économique, d'innovation sociétale, de mécénat, qui soient porteurs de valeur pour l'ensemble des parties prenantes, les bénéficiaires, la société, nos partenaires et la Poste. Les domaines d'action sur lesquels nous agissons ensemble, ils s'articulent autour des 4 engagements sociétaux du groupe La Poste. Notre premier engagement, c'est de contribuer au développement de la cohésion des territoires. Nous le faisons à travers la création de lieux partagés. Notre deuxième engagement, favoriser l'inclusion sociale. L'inclusion sociale des seniors autour d'actions pour permettre le bien vieillir au domicile. L'inclusion sociale des jeunes pour favoriser l'égalité des chances. L'inclusion sociale des personnes éloignées de l'emploi, à travers une politique d'achat inclusif, volontariste sur le secteur adapté et protégé et le secteur de l'insertion par l'activité économique. Et enfin, l'inclusion sociale des personnes en fragilité financière en renforçant leur autonomie. Notre troisième engagement, c'est de promouvoir un numérique inclusif, c'est-à-dire mener des projets ensemble pour détecter et orienter, pour former et pour équiper les personnes en situation d'électronisme. Et enfin, notre quatrième engagement, c'est d'œuvrer à l'accélération des transitions écologiques à travers des programmes pour la rénovation énergétique des passoires thermiques, de livraison de mobilité douce en zone urbaine et des projets d'économie circulaire. Donc on le voit, les champs d'action, ils sont nombreux. Nous avons d'ores et déjà plus de 700 partenariats locaux actifs dans les territoires et nous souhaitons encore accélérer et poursuivre cette dynamique. Développer finalement l'Alliance Dynamique qui incarne très bien notre raison d'être, la raison d'être de La Poste, qui consiste notamment à tisser des liens essentiels en contribuant au bien commun de la société tout entière. Bonjour à tous, je suis Valérian Peb, je suis l'un des cofondateurs de la société coopérative ICO qui porte et qui développe MIA,
MapInAction une solution au service du développement des alliances sur les territoires. Dans un contexte de transition écologique, sociale, économique, digitale, citoyenne aussi, nous sommes convaincus chez MIA que l'écosystème compte autant, voire plus que le projet aujourd'hui sur les territoires. Une fois qu'on a dit ça, on a souvent deux problématiques opérationnelles à adresser quand on mène des projets sur les territoires. D'une part, c'est la diversité, le nombre de ressources d'acteurs qu'il convient de repérer, de connecter pour faire écosystème. Deuxième problématique que nous adressons, c'est la collaboration, la gestion de projet sur les territoires dans des contextes où il faut agir de manière de plus en plus horizontale, transversale et bien entendu agile. En réponse à ces deux problématiques, nous avons développé MIA, MapInAction, donc, qui est une solution digitale mais avec un fort fondement méthodologique qui s'appuie sur des outils cartographiques, des outils de gestion de projet et des outils de data visualisation, justement pour permettre aux acteurs de mieux faire écosystème et de collaborer de manière agile et transversale sur les territoires. Je vais prendre quelques instants du coup pour vous présenter MIA, MapInAction, que voici. Donc MIA, c'est une interface avant tout cartographique sur laquelle vous allez pouvoir cartographier des ressources, des projets et des liens, nous allons le voir, pour formaliser justement ces écosystèmes. Donc voici des ressources, voici ensuite des projets qui apparaissent sous forme de nuages. Vous pouvez bien sûr les travailler sous forme d'état d'avancement. Et on voit apparaître des liens avec justement cette idée de travailler sur les écosystèmes. Nous allons nous concentrer ici sur un écosystème qu'on voit apparaître à la carte. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler projet par projet, territoire par territoire, vraiment à différentes échelles, sur à la fois les acteurs, les ressources humaines, bien sûr les ressources financières aussi, qu'on va pouvoir agréger, qu'on va pouvoir animer. Donc ça, c'est vraiment le premier socle de MIA, auquel on adjoint un socle cartographique qui va permettre d'opérer certaines analyses, de passer en un clin d'œil du diagnostic à l'action. Et ensuite, on peut basculer dans une logique de gestion de projet, puis de pilotage, à travers une série d'outils que je vous passe rapidement ici, ainsi que des outils de pilotage et des tableaux de bord qui permettent d'avoir une autre visualisation des données dans toute leur diversité. Mon nom est Frédéric Doé et je dirige la fondation RTE. Cette fondation contribue au développement économique, social et culturel des campagnes par le soutien à des projets d'intérêt général portés par des entreprises rurales sous forme associative. Dans les territoires ruraux, l'alliance est une seconde nature. Mais l'alliance entre qui? L'alliance entre associations d'abord et ensuite avec les collectivités locales qui disposent d'une vision large de l'intérêt général et qui donnent tout son sens au projet et peuvent intervenir parfois de manière appréciable avec des ressources financières et techniques. Il est désormais naturel que les associations contribuent à l'intérêt général. Cependant, pour beaucoup de projets en vue de la création de biens communs, il convient d'élargir ces alliances à d'autres catégories d'acteurs, tels que les entreprises commerciales ou des acteurs nationaux comme des universités, afin d'inscrire des complémentarités en vue d'une plus grande création de valeur économique, sociale et environnementale pour le territoire. En effet, pourquoi faire alliance? Pour améliorer la conception, l'appropriation et la réalisation des projets en faveur du bien commun, notamment lorsqu'ils concernent un grand nombre d'acteurs et présentent un niveau élevé de complexité. Ces alliances nécessitent des compétences, des mises en relation et des points de vue qui se complètent. Ces alliances sont d'autant plus génératrices de confiance qu'elles sont porteuses d'efficacité et de succès. L'alliance alors se renforce et peut durer. Nous venons donc de voir là la façon dont le groupe La Poste, la fondation RTE et ICO, à travers MapInAction, contribuent à ces alliances stratégiques, troisième levier de l'économie de l'alliance. Et donc, à travers ces trois séries de présentations et d'exemples, nous avons pu voir la diversité des richesses humaines, des modèles de financement et des alliances stratégiques, qui nous prouvent que l'économie de l'alliance, à la fois dans sa création de frugalité et création de valeur, est déjà une réalité à l'œuvre. Mais sans doute êtes-vous, depuis ce matin, impatient d'arriver à ce moment précis de notre journée où nous allons pouvoir co-construire ensemble, puisque, après tout, depuis ce matin, la question majeure
et la co-construction. Nous avons eu un temps d'inspiration, nous avons eu les exemples de cette dynamique, nous avons eu des témoignages sur les avancées. Il vient maintenant à pouvoir construire ensemble des solutions, et qui dit construire ensemble des solutions, dit se tourner vers la secrétaire générale du réseau des pionniers des alliances et territoires, chère Élodie Julien, pour nous parler des ateliers que nous allons pouvoir vivre maintenant. Exactement, nous allons partir en atelier à 15h45. Et avant de partir, quelques informations très importantes. D'abord, de vous préciser qu'ils sont organisés et animés avec le soutien de la Fondation GRDF. Donc je remercie très vivement et chaleureusement Frédéric Lemonnier et Nargis qui se reconnaîtront. Et puis bien sûr de rappeler que ces ateliers vont être animés par des super animateurs. Donc l'Alliance Sens et Économie avec Christophe, Frugal Accompagnie avec Abhinav, Génération Aventure avec Emeline, Ville au Carré avec Cécile, Vivre les Mureaux, Jean-Marc qui est derrière, et Terre d'Avance avec Xavier. Alors en termes de déroulé, cette fois-ci, donc à 15h45, vous partez en atelier. Ce sont des ateliers qui vont se faire en sous-groupe dans Teams. Et on se retrouvera à 17h30 pour la restitution donc, de ces ateliers. Cette restitution elle se fera en plénière, en live, c'est-à-dire au même lien sur lequel vous êtes là aujourd'hui. Donc il suffit de rester sur la page des catalyseurs territoriaux. Et si vous descendez un petit peu la page, vous verrez le lien pour nous retrouver. Donc pour ce qui est des ateliers en sous-groupe, normalement, ceux qui se sont déjà inscrits dans les ateliers ont dû recevoir un mail de confirmation. Donc il suffit de cliquer dessus pour vous retrouver dans le Teams Atelier. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit ou si vous l'avez perdu le mail, de toute façon, sur la page des catalyseurs territoriaux, vous avez également accès au lien Teams qui va vous envoyer donc, sur sur ces ateliers en sous-groupe. Donc de 15h45 à 17h30, vous vous retrouvez tous en groupe pour réfléchir à ce qu'est l'économie de l'Alliance. Et on se retrouvera à 17h30 pour vous entendre sur qu'est-ce qui ressort de ces ateliers. Et on vous retrouve donc dans un quart d'heure, très concrètement, et avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme. À tout à l'heure.